Bienvenue dans Tu manques pas d'art, le podcast pour les créatifs à écouter pendant que vous peignez pour faire le plein de nouvelles inspirations. Dans ce premier épisode dédié au cinéma, j'ai le grand plaisir d'être accompagnée de Tominou, que l'on ne présente plus sur cette chaîne. Bienvenue Tominou. Bonjour à tous. Nous allons vous donner plein d'idées de films à regarder, mais ne vous inquiétez pas, nous n'allons en aucun cas vous dévoiler les clés de l'intrigue. Vous pouvez donc écouter sans aucune crainte. Et par ailleurs, sachez que Emma vous a préparé un petit article de blog qui reprend tous les titres de films que nous allons vous citer. Ce qui veut dire que si vous êtes en train de faire quelque chose, vous n'aurez pas besoin de vous interrompre pour vous précipiter sur un bout de papier ou sur votre téléphone pour noter. Vous pourrez retrouver tout cela. Si vous m'écoutez sur YouTube, vous trouverez le lien vers l'article du blog en barre d'infos. Alors ce premier épisode est dédié aux films qui nous ont marqués pour autre chose que leur scénario. Et tu nous diras quelle est ta vision des choses, mais en ce qui me concerne, pendant très longtemps, j'ai apprécié les films pour leur scénario uniquement. L'histoire, le synopsis, c'était vraiment la seule chose qui m'importait. Est-ce que le thème général me plaît? Est-ce que ce sera suffisamment rythmé? Est-ce que je vais être surprise? Est-ce que je vais vivre des émotions? Éprouver de l'attachement pour les personnages, voire m'identifier à eux, être tenue en haleine par un suspense, etc. Et j'ai toujours aussi fait assez attention aux acteurs. Je pense que c'est très naturel d'avoir des préférences pour certains acteurs et d'apprécier particulièrement de les voir évoluer dans un film. Ça ajoute une certaine satisfaction. Et d'ailleurs, je trouve qu'il est particulièrement agréable de se faire surprendre par un acteur dans un rôle totalement différent de ceux qu'il incarne habituellement. Est-ce que tu as un exemple qui te vient en tête? Parce que moi, j'en ai un qui me vient tout de suite. Pour un acteur qui jouerait un rôle différent de celui qui fait d'habitude? Ouais, Oui, mais c'est peut-être le même du coup. bah vas-y. Bryan Cranston? Absolument. Bah voilà. Donc dans Breaking Bad, mais c'est vrai qu'on était tellement habitués à le voir jouer le père de Malcolm. Et d'un seul coup, il est devenu Heisenberg. Bah, au début, dans Malcolm, il joue un rôle complètement loufoque de père de famille dépassé. Il y a beaucoup d'autodérision, mais il est une caricature de lui-même. Et dans Breaking Bad, c'est très sombre. Ouais. Et c'est une vraie tragédie finalement au début, et puis ça se transforme et le personnage évolue, et c'est là qu'on se rend compte de la performance de l'acteur et de ses qualités. Ouais, mais je l'appréciais déjà énormément, mais après Breaking Bad, je l'appréciais encore bien plus, parce que vraiment, il a montré une facette qu'on connaissait pas du tout. Et je sais pas pourquoi c'est aussi satisfaisant d'assister à ça, mais ça m'a fait aussi la même chose, mais là c'est peut-être vraiment très personnel, mais ça m'a fait la même chose quand j'ai vu Gravity avec Sandra Bullock, que je ne connaissais que pour des comédies romantiques. Mais je sais qu'elle a pas fait que ça, mais moi je ne la connaissais que dans ces films-là. Et c'est vrai que quand je l'ai vue dans ce rôle beaucoup plus sérieux, j'ai trouvé ça super aussi de la voir finalement dans un élément que je ne lui connaissais pas. Bah, ça change en fait. Ouais. On s'habitue finalement à les voir dans des rôles un peu moules qu'on leur a donnés au début. Donc le fait qu'ils en sortent et qu'ils arrivent à en montrer autre chose, ça interpelle, ça change complètement. Absolument. Et donc, pour en revenir à ce que j'expliquais, donc l'histoire et les acteurs m'importaient, et tout le reste, c'était très secondaire. Et pourtant, aujourd'hui, je trouve que tout le reste peut transformer totalement mon expérience de spectatrice. En prenant de l'âge et en voyant plus de films, je me suis mise à apprécier tout d'abord la bande originale. Il y a certains films qui m'ont tellement marqué par leur musique que ça m'a aidé à identifier cet aspect et à y prêter beaucoup plus d'attention. Et peu à peu, j'ai commencé à développer une sensibilité pour d'autres éléments, et notamment pour la beauté des images. Et c'est pas que je les voyais pas avant, parce que bien sûr j'y étais réceptive, mais disons qu'aujourd'hui, je sens que leur impact sur moi a pris beaucoup plus d'ampleur. Et mon activité de peinture y est sans doute pour quelque chose, parce que l'habitude de peindre nous incite à analyser fréquemment ce que l'on voit pour leur impact visuel. Et toi et moi, on a beaucoup évolué ensemble parce qu'on avait 20 ans quand on s'est connus, on en a 33 aujourd'hui. Est-ce que tu peux t'identifier à ce que je viens d'expliquer, ou est-ce que ta vision est différente? Non, je suis complètement d'accord. En fait, les perceptions changent parce que, en tant que personne, on évolue, on change aussi. Donc, on sort du début d'âge adulte ou fin d'adolescence
Et on n'a pas du tout la même façon de voir les choses, voir le monde, voir un C'est ça. film, écouter une musique que 10 ans plus tard. Et sans doute que même dans encore 10 ans, dans 20 ans, les choses auront encore changé. Donc Mmh. ça fait partie du processus d'évolution et ça me paraît normal. Enfin, en tout cas, c'est notre cas. Oui. Et du coup, alors on vous a fait une petite liste de films qui nous ont marqués. Je te propose de commencer tout de suite par le premier film de la liste. Et c'est un film qui est revenu très, très, très souvent dans vos réponses à ma petite story Instagram dans laquelle je vous dévoilais le thème de ce premier podcast. Il s'agit du film Avatar. Est-ce que ce film t'avait particulièrement marqué? Oui, mais c'est un succès interplanétaire, donc je pense qu'il a Ouais, comme tout le marqué, monde, je voilà, il a pense, marqué hein. beaucoup de monde pour plein de bonnes raisons d'ailleurs. Mais Mm. oui, ça m'étonne pas qu'on le retrouve Ça a été ici. quand même une sacrée claque visuelle. En plus, c'était en 3D, donc c'était encore plus. C'était nouveau à ce moment-là, la 3D. Enfin, moi, c'est le seul film que j'ai vu 2 fois au cinéma. Et puis la 3D était bien exploitée, ce qui n'a pas Ouais, été beaucoup le cas ensuite. Donc c'est vrai. c'était assez immersif. Il y avait un énorme travail sur l'univers, les couleurs. C'était un film qui avait aussi une dimension familiale. On pouvait y aller avec des enfants, etc. Donc c'est pour ça que ça a touché pas mal de monde, je pense. Ouais, mais Enfin, moi, j'ai été vraiment épatée par la créativité déjà dans ce film et les souvenirs que j'en ai, parce que je crois pas l'avoir revu depuis. Mais c'est surtout les décors. Ces végétaux phosphorescents, les créatures qu'ils ont imaginées pour le film. Et je pense que le scénario était bien, mais le travail artistique était supérieur. Enfin, pour moi, en tout cas. Clairement, le scénario utilise des ressorts qu'on Oui, a déjà vus oui, oui. quand même maintes et maintes fois. Donc il est bien, mais il n'est pas extraordinaire en soi. Ce qui fait la plus-value du film, c'est son caractère immersif de par la partie artistique, hein, la direction artistique, les décors, les couleurs. Il y a un travail qui était gigantesque. Et même, je pense que parfois les gens n'arrivaient pas à savoir pourquoi ils avaient tant aimé. Mhm. C'est parce qu'il y avait des choses qui, justement, les touchaient, et sans parfois forcément les comprendre d'ailleurs, mais qui sortaient de ce qu'on avait l'habitude de voir. Ouais, enfin, très bon film. Bon, je pense que tous ceux qui écouteront ce podcast l'auront vu, Et j'espère. bientôt la suite en plus. Ah oui? L'année prochaine, je crois, oui. Ah, je savais pas, cool. Je te laisse présenter le deuxième parce que c'est toi qui l'as choisi. Alors, deuxième, c'est effectivement un de mes choix qui colle particulièrement à ce que j'aime en matière de film, c'est Interstellar. Pour plein de raisons aussi. Je pense que la principale, c'est. Enfin, il y en a plusieurs. Je vais commencer par la principale, c'est la bande originale. Les musiques de Hans Zimmer sont incroyables, comme souvent d'ailleurs lorsqu'on utilise ces chansons dans des films. Il y a une ambiance qui est totalement immersive pour moi. C'est clairement entre les images, l'espace et la musique. À chaque fois, je reste scotché en fait devant. C'est un truc tout simple, hein, mais il suffit que je puisse tomber dessus à la télé. C'est un film qui est quand même assez long. Ben, je reste scotché devant l'écran. Il n'y a rien à faire. J'ai déjà vu, je le connais quasiment par cœur, mais il n'y a rien à faire. Je continue à l'apprécier à chaque fois. Et tu l'as vu plusieurs fois? Au moins 3 ou 4, oui. Bon, on l'a vu une fois au ciné, mais tu l'as revu après? Ah oui, oui, bon, on l'a vu à la télé. Toi, je crois que t'as vu ta dose. Donc... mais moi, par contre, voilà, dès que j'entends les chansons, dès que je revois les images, et puis il y a évidemment la partie aussi scénario, qui est loin d'être secondaire, hein, mais on va dire que c'est une des composantes uniquement qui me fait aimer ce film, mais il y a tellement d'autres composantes que c'est qu'une partie. Donc il y a effectivement l'histoire sur la planète sur laquelle on a pu exploiter toutes les ressources et ce qui se transforme en piège un peu mortel. Mais au-delà de ça, ouais, c'est vrai que la partie musique, je la trouve vraiment exceptionnelle. Et puis, je suis assez sensible à tout ce qui concerne les films, les space opéras, tout ce qui se passe un peu dans l'espace, science-fiction, mais vraiment d'un type particulier où on en prend un peu plein les yeux, plein la vue. Et c'est un peu le cas ici. Faut que je souligne que pour ma part, je suis pas du tout space opéra. J'aime pas trop les films qui se passent dans l'espace en général, mais celui-ci est une des 2 exceptions à cette règle parce que même si c'est vrai que je l'ai pas vu plusieurs fois comme toi, on est allé le voir au cinéma et j'en avais quand même pris plein les yeux et j'avais eu aucun mal à suivre toute l'histoire parce que des fois il y a des films pour lesquels je décroche. Mais celui-là, ce n'était pas le cas, donc c'est qu'il était vraiment, vraiment bien. Et d'ailleurs, le film suivant de cette catégorie qu'on a relevé, c'est Gravity, encore un film qui se passe dans l'espace, que j'ai évoqué tout à l'heure. Et ça, c'est pareil. Moi, il m'a plus marqué, je dirais, parce que là encore, on l'a vu au cinéma.
Et j'ai trouvé qu'il était tellement immersif. Mais en fait, j'avais vraiment l'impression d'avoir voyagé dans l'espace. Et il y a ces longs moments de silence qui sont, euh, qui sont spectaculaires, en fait. Et vraiment, il m'a vraiment beaucoup marqué, toi aussi. Énormément, et je pense qu'il nous a surtout marqué parce qu'on l'a vu au cinéma. Ouais, Et au cinéma, on a quand même un rendu, notamment sonore, ouais, qui est assez exceptionnel. On est dans le noir. On a justement cette partie son, donc absence de son, qui était très immersive. Et en fait, on se rend compte dans le film qu'à des moments donnés, on se retrouve à retenir notre respiration, ce qui n'a aucun sens. mhm. Mais parce que C'est vrai. justement, voilà, c'est... En fait, on fait partie de l'aventure à ce moment-là. Et pour ça, c'est aussi ça qui fait qu'on peut identifier un bon film. Au-delà de la partie scénario, c'est le caractère, ses capacités du moins à nous emmener avec lui. Mhm. C'est vrai que tu fais bien de souligner ces moments d'apnée. C'est rare de vivre ça, je trouve, quand tu regardes simplement un film, quoi. Bah, c'est que ça se passait dans l'espace et qu'effectivement, il y a des moments donnés où ils n'ont plus trop d'air. C'est vrai. Donc, Ça me rappelle aussi, il y avait ce film avec Matt Damon, Seul sur Mars. Il était pas qui- mal aussi, j'avais bien aimé. moi, j'avais bien aimé aussi. Non, mais finalement, je dis que j'aime pas les films qui se passent dans l'espace, mais en fait, il y en a plein que j'ai bien aimé, donc il faut que j'arrête de dire ça. C'est pas ta catégorie préférée, Non, mais c'est pas ce qui m'attire, mais c'est vrai que les acteurs sont bons, le scénario est bien, tout est bien filmé. Et puis c'est vrai qu'il y a ces images qu'on n'a pas l'habitude de voir de l'espace, hein. C'est quand même, bah, c'est quand même prenant, quoi. dans Gravity, les plans sont, C'est magnifique ce qu'ils ont fait. Ouais, incroyables. ouais, C'est c'est d'une vraiment très beauté très rare. beau. Si Donc, vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas parce que vraiment c'est un très très beau film aussi. mais mettez-vous dans les bonnes conditions, essayez de tamiser à minima la lumière. Enfin, ça demande, non mais ça demande vraiment à avoir des conditions un peu particulières pour en profiter au maximum. C'est vrai. On passe au film suivant. Alors, on est toujours dans la catégorie de films un peu à spectacle, mais on change complètement quand même de domaine avec ce film de 2017, The Greatest Showman, qu'on a vu il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques mois. Et du coup, celui-là, on ne l'a pas vu au cinéma, mais on a quand même vraiment, vraiment adoré. Tu veux nous en parler? Moi, je peux commencer, oui. Vas-y. Là, pour commencer déjà, c'est une comédie musicale. Donc c'est un style un petit peu particulier. Alors, sans être un grand fan, j'aime bien les bonnes comédies musicales. C'est pas mon style préféré, évidemment. Mais celle-ci est particulière parce qu'elle est vraiment... Il y a un travail de recherche au niveau artistique, enfin au niveau visuel déjà, qui est dingue, franchement. Et les musiques aussi sont hyper entraînantes. Donc moi, j'ai particulièrement accroché avec celle-là. Je pense que c'est ma préférée ou une de mes préférées. Hmm. Et en plus, je pense que ça s'adresse à un plus large public que des comédies musicales qui vont traiter de chansons peut-être... enfin, qui vont utiliser des chansons peut-être plus... un peu plus différentes. Là, c'est vraiment, je trouve, assez familial, très entraînant et on passe à un excellent moment. Oui. Alors moi, ce que je retiens de ce film, c'est vraiment la scène d'ouverture qui est absolument spectaculaire. Je pense que déjà, en voyant les 2 premières minutes du film, vous savez tout de suite si vous allez adorer ou si c'est pas votre truc. Mais pour ma part, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ce film raconte la création du cirque Barnum et donc reprend un petit peu la vie de son créateur. C'est interprété par Hugh Jackman et on retrouve aussi Michelle Williams dans ce film, Zac Efron et Zendaya. Et les musiques sont vraiment très très belles. Et les Les costumes, costumes aussi. il y a vraiment un magnifique travail qui a été fait sur ce film. Moi, j'ai écouté les chansons de ce film à maintes reprises, bien après l'avoir vu, parce que je les trouve juste géniales. Donc voilà, si vous aimez les comédies musicales, je pense que c'est vraiment à ne pas manquer. Et même si vous n'aimez pas, franchement, celle-ci est un petit peu à part et vaut le coup d'être essayée. Je pense Ça qu'elle peut peut... vous faire changer d'avis. Alors j'en profite pour mentionner qu'il y a un film qui est revenu pas mal sur vos réponses Instagram, c'est La La Land, une autre comédie musicale cette fois-ci avec Ryan Gosling et Emma Stone. Emma Stone, merci Teminou. Et celle-ci aussi est très très bien. Alors c'est marrant parce que ceux qui l'ont mentionné ne l'ont pas spécialement mentionné pour l'esthétique musicale du film. Bon, je pense que ça coule un peu de source vu que c'est une comédie musicale, mais les personnes qui ont mentionné ce film me disaient qu'elles avaient particulièrement aimé les couleurs Oui, de ce je me souviens film. pour les couleurs aussi. Oui, oui, hein. Il y a un vrai travail de fond sur les couleurs, leur association. Et effectivement, quand on a cette sensibilité ou qu'on commence à les percevoir, après, ça saute aux yeux. Donc, je comprends que Absolument.
Et l'affiche est vraiment magnifique avec cette association de bleu et de jaune, je crois. Mais en tout cas, dans mon esprit, quand je pense à La La Land, je vois du bleu et du jaune. Ouais, c'est le cas, hein, si je me trompe pas non plus. Ouais, c'est l'affiche, c'est une grande majorité de bleu avec juste la robe jaune qui se détache. Sur certaines images, le bleu est violacé, donc ça fait encore plus complémentarité de couleurs. Et une autre comédie musicale qui a été citée également, c'est West Side Story. Attends, c'est quoi? West Side Story. C'est ça, West Side. C'est dur à prononcer en fait. West Side Story, que nous n'avons pas encore vu, mais il a été cité comme étant vraiment très bien. Alors, tu me rappelais d'ailleurs qu'il y avait eu une première version qui était très très ancienne. J'ai pas noté la date. Ouais, tu vas tomber sur le nouveau. 1961. Bon, moi, je l'ai vu après. Ouais. Et donc, il y a eu un remake en 2021, décembre 2021, donc tout récent. Et d'après la personne qui m'en a parlé sur Insta, ça vaut le coup d'œil. Donc, si jamais certains parmi vous l'ont vu, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. On va quitter l'univers des comédies musicales et on reste dans les films un petit peu spectaculaires, entre guillemets. Je laisse Manon vous le présenter. On écoute son message vocal. Bonjour à tous et à toutes, je suis Manon et je suis naturopathe. Je remercie vivement Cindy de m'avoir invitée dans cet épisode passionnant. Pour le coup, moi, je ne fais absolument pas partie du domaine de l'art, étant donné que je travaille dans la naturopathie, mais j'y suis très sensible, étant donné que j'aime énormément aussi bien le cinéma que la peinture, ou encore la musique et la littérature. Pour ce qui est des films qui m'ont le plus ému, j'ai décidé d'en aborder 2 pour pouvoir aussi bien parler de l'aspect musical que de l'aspect esthétique. Le premier film que je voulais aborder, c'est La vie rêvée de Walter Mitty, qui a été réalisé par Ben Stiller et qui est lui-même acteur dans ce film, qui tient le rôle principal, à savoir Walter Mitty. Donc, ce qui est particulièrement beau et touchant dans ce film, c'est aussi bien le message qui est véhiculé, qui est vraiment un message construit autour de sortir de sa zone de confort, expérimenter la vie et la vivre avec un V majuscule, la vivre pleinement. Puisqu'on va suivre le personnage principal qui est très timoré, on va suivre ses aventures qui vont être très fortes et très belles, et il va être amené à voyager durant ces dernières. Et nous allons découvrir des paysages vraiment à couper le souffle, époustouflants. Couplé à cela, il y a une BO qui est absolument géniale, avec des artistes pas forcément très connus. Je pense à José González ou The Bahamas. Bref, une bande son qui est très cotonneuse, très vaporeuse et très belle, assez pop folk. Donc c'est vraiment un film qui m'a énormément touchée et plu, et que je recommande chaudement. Le deuxième film est davantage articulé autour de l'aspect musical et assume me transporter par son univers jazz. Il s'agit de Whiplash. Whiplash est un film sorti en 2014. L'on suit Andrew, un jeune musicien, batteur, qui veut devenir le meilleur dans son milieu, à savoir le milieu du jazz. Et pour cela, il va être prêt à sacrifier sa vie familiale, amicale, amoureuse, pour s'entraîner sans relâche et avec passion. Et on découvre donc tout cet univers musical des artistes très riches et le monde du jazz et tous les dessous. Bon, c'est un film dans un tout autre univers que La vie rêvée de Walter Mitty, mais très très intéressant, très beau et très puissant, très prenant. Voilà, un grand merci pour votre écoute, et je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée ou soirée selon le moment auquel vous écoutez ce podcast. Et merci beaucoup à Manon, que vous pouvez retrouver sur Instagram sur son profil manon.naturopathe. C'est vraiment une mine d'or pour toutes sortes de mots que Manon vous propose de soulager grâce à l'alimentation, à des plantes, etc. Vous trouverez plein d'astuces, donc n'hésitez pas à y faire un petit tour si ça vous intéresse. Alors, c'est 2 films qu'on a adorés, Thomas et moi. Absolument. C'est effectivement 2 films qu'on a vus et qui nous ont marqués, pour différentes raisons d'ailleurs, mais je rejoins le point de vue et ce qu'a pu noter Manon à ce sujet-là. C'est vrai que la vie rêvée de Walter Mitty, déjà Ben Stiller, je n'étais pas habitué à le voir dans un rôle un peu sérieux, entre guillemets. Souvent, il est plus dans les comédies
on est là pour rigoler et voilà, on passe un bon moment et puis c'est tout. Là, c'est un film qui a vraiment plus une profondeur et qui permet de réfléchir aussi sur des situations, sur sa propre vie. Il y a quand même son petit côté délire. Oui, mais qui n'a rien à voir, je trouve. Oui, c'est vrai. Il y a un petit côté décalé, mais qui est très différent de ce qu'on a pu voir par ailleurs lorsqu'il était dans un des films. Donc, sur ce film-là, il y a évidemment aussi la beauté des visuels, des paysages. Magnifique. Ah ouais. Il y a une vraie recherche au niveau de la direction artistique Moi, je me qui est à souviens noter. du plan avec le... C'était quoi? C'était un skate, Oui. mais avec des paysages à couper le souffle et vraiment des plans. Et Manon a raison, les musiques sont absolument extra. Excellents choix musicaux, ils nous restent dans la tête. Ça fait aussi partie des musiques que je me suis empressée de rajouter à ma playlist pour quand je peins. Elles sont très bien choisies, elles accompagnent parfaitement les images. La vie rêvée de Walter Mitty, je pense que je l'ai vue 5 fois, au moins, en français et en anglais. C'est vrai qu'on a aussi cette nouvelle habitude, quand on les a vus qu'en français, de les voir en anglais pour profiter de leur propre voix et des nuances qu'il peut y avoir qu'on n'a pas forcément dans les traductions. Mm-hmm. Et ça ajoute une autre dimension. Oui. Et Whiplash, alors ça n'a absolument rien à voir en termes de scénario, mais là, moi, ce qui m'a vraiment marqué, au-delà de l'aspect musical, parce qu'évidemment, c'est un film qui est vraiment tourné sur la musique, mais il y avait cet acteur... Ah, il faut que je retrouve son nom. C'est qui fait le prof? Oh ouais. Simmons. Simmons? J.K. Simmons. J.K. Simmons? Simmons ou Simons? Ouais. Bref, cet acteur-là, mais extraordinaire. Extraordinaire de méchanceté, mais extraordinaire quand même. Lui aussi, il m'a bluffé parce qu'on le connaissait dans... En fait, il a joué dans plein de choses, cet acteur. Dans des séries, il était dans une série policière. Ah oui, je pense qu'il est notamment connu parce qu'il a été dans une série policière, je sais plus si c'était New York Unité Spéciale ou un truc du genre. Mm-hmm. Mais effectivement, il jouait ce rôle-là de flic, et là on le retrouve dans un rôle complètement différent qu'il incarne de manière incroyable. Ouais. Mais je crois il l'incarne bien aussi parce qu'ils connaissent un petit peu ce monde-là, ou peut-être même beaucoup, je sais plus. Mais le monde de la musique lui parle, c'est pas quelque chose de complètement inconnu à son niveau de mémoire, à confirmer. Oui. Et d'ailleurs, le réalisateur de ce film, c'est Damien Chazelle, c'est lui qui a réalisé La La Land. Je pense qu'il aime beaucoup la musique aussi. Et il avait aussi réalisé First Man avec Ryan Gosling sur Armstrong, premier homme sur la Lune. Oui. Donc oui, Whiplash, on confirme aussi ton choix, Manon. Merci beaucoup pour ces deux choix très judicieux. Et le film suivant, qui n'a pas été cité à aucun moment sur Instagram ni sur YouTube. Et ça m'a beaucoup étonnée parce que je trouve qu'il y a eu un travail pharaonique sur cette série de films. Et c'est Harry Potter. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais effectivement, il y a un travail artistique qui est assez dingue. Ah, quand même, ouais, c'est clair. Et ce qui est marrant de noter d'ailleurs, c'est que, en fait, la partie direction artistique entre le premier film, qui est quand même très positif, très coloré, très joyeux, et les derniers, on est dans le très sombre. Regardez bien les couleurs, regardez bien les associations, regardez bien la façon dont ils ont eu de travailler les scènes. C'est vraiment très recherché, beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer en regardant au premier degré. Et c'est marrant parce qu'il y a des films comme ça qu'on associe à des couleurs. Pour moi, La La Land, c'était ce bleu foncé avec cette touche de jaune, et Harry Potter, c'est le gris bleu. Très sombre, mais ce gris bleuté qu'on retrouve énormément, surtout dans les derniers épisodes. Mais même au niveau des musiques, je pense qu'on les reconnaît directement, quoi. Le c'est sûr. Ouais. Mais c'est magique, en fait, de voir à quel point on peut associer des couleurs, des musiques à un film, quoi. Oui, puis c'est vrai qu'au-delà de la partie histoire, je pense que la plupart des gens aiment, mais on peut ne pas aimer. Mais au-delà de ça, en fait, on peut aussi apprécier un film pour plein d'autres raisons. Et notamment, voilà, ça peut être la façon dont c'est filmé, dont c'est cadré, la mise en scène finalement. Les couleurs qui sont utilisées, la façon dont on va vouloir faire passer des ambiances avec des éclairages très bleus, verts,
très froid, très inquiétant, ou au contraire, des lumières très chaudes qui vont évoquer justement un sentiment d'être à l'aise. Donc, en fait, il y a tellement de dimensions qui, en voyant un film une seule fois, on peut les percevoir ou pas, et des fois, le fait de le revoir ou de savoir qu'on veut s'attarder sur d'autres dimensions du film, ça peut vous permettre de découvrir d'autres choses, parfois plus subtiles, qu'on n'aurait pas forcément remarqué. Alors je crois que là, le moment est absolument idéal pour apporter un ovni cinématographique à cette liste, et c'est Only God Forgives. Tu le revois ce film ou pas? Un petit peu, je sais plus, oui. Donc ce film-là, avec Ryan Gosling, again, et la dame qui jouait dans L'homme qui murmurait l'oreille des chevaux, dont je n'arrive jamais à me souvenir de son nom. Ça te revient en voyant l'affiche? Je pense savoir, mais... C'est Christine Scott Thomas. Alors non, c'était pas ça que... Mais c'était un film, en fait, qu'on n'a absolument pas compris. Il était vraiment, vraiment très bizarre. Mais alors, il y a eu, en fait, toute une mise en scène avec des jeux de lumière colorée et des plans rapprochés et des cadrages faits à travers une porte ou à travers une fenêtre, et des personnages disposés de manière vraiment très organisée. Tu te souviens pas? Je m'en souviens pas si bien que ça, finalement. Je me rappelle effectivement de... Je crois que ça se passait en Asie, ça commence avec un meurtre, et après, je serais même incapable de te dire la suite, tellement c'était... En fait, ce film-là m'a marqué non pas par l'histoire, je m'en souviens pas très bien, de toute évidence, mais par contre, je me souviens des jeux de couleurs. Oui, mais c'est ça. Mais en fait, jeux de lumière. c'est la seule chose qu'on retient de ce film, parce que l'histoire était absolument incompréhensible. Et je pense que... Parce que moi, j'aime bien chercher des significations, tu vois. Des fois, tu peux te dire, ah, pourquoi à un moment donné, il a dit ça, pourquoi ça se termine comme ça. Par exemple, dans La La Land... Ah ben non, je vais pas spoiler la fin. Alors, on a failli courir à la catastrophe. On évite toute forme de spoil, hein, donc le fait de divulguer des éléments clés ou la fin du film. Absolument. Mais bon, il y a certains films où à la fin il se passe quelque chose et on comprend pas forcément, et en fait après il faut vraiment réfléchir et réussir à élaborer une théorie qui pourrait expliquer que en fait ça voulait dire ça ou ça, et j'aime beaucoup faire ça. Mais alors dans ce film là, je n'ai rien compris, et alors j'ai cherché des théories sur internet, et j'ai pas plus compris. Si quelqu'un a compris, n'hésitez pas à nous éclairer. Je me rappelle qu'il y avait des plans interminables sur des mains, tu sais. Non, ça, je sais pas en détail. Ah, mais moi, ça m'a marqué. Enfin, je cherchais, je me dis, mais qu'est-ce que ça peut représenter, les mains? mais de toute façon, dans la lecture d'un film, dans son interprétation, soit le réalisateur a donné sa propre version, d'ailleurs elle peut différer vis-à-vis des spectateurs, soit il a rien donné, et après c'est sujet libre aux interprétations de chacun, et des fois c'est aussi bien. C'est vrai aussi. Bon, alors on change de catégorie, et on va passer aux films romantiques. Et tout d'abord, je voulais parler des films de Jane Austen, tirés des livres de Jane Austen, et ceux qu'on a vus. Orgueil et préjugés, évidemment, étant donné que j'ai réalisé un tableau tiré de ce film. C'est un film que j'ai énormément apprécié parce que, au-delà de l'histoire, je trouvais qu'il y avait vraiment une grande beauté dans les images, surtout celles prises en extérieur. Il y a un grand travail sur les costumes, et ça, on va le retrouver dans tous les films qui sont tirés de ces livres. Et des acteurs excellents. Et c'est vrai que les histoires peuvent être un peu longues. Toi, je crois que tu les trouves un petit peu longuées, ces films-là, parce qu'il ne se passe pas énormément de choses. C'est très centré sur les émotions, sur les sentiments. Donc, c'est sûr qu'il faut aimer le genre. C'est de la romance. Oui. 18e, 19e siècle. C'est ça. Britannique, en l'occurrence. Donc, c'est sympa, hein, mais c'est vrai que ça peut être un peu longué, surtout si vous les enchaînez. Mais moi, les lumières de ces films-là, je les trouve vraiment extra. Et à chaque fois, je trouve ça très, très inspirant. Ça me donne toujours envie de faire des arrêts sur image pour pouvoir faire des tableaux tirés de ces films-là. Dans la même gamme de films, j'avais noté The Duchess de 2008 avec Keira Knightley, qu'on retrouve d'ailleurs dans la plupart de ses films du 18e britannique. Elle incarne parfaitement le style romance britannique de ces années-là. Donc, elle est faite pour ça.
En tout cas, elle peut très bien l'incarner, ça, c'est aucun problème. Hein. Oui, et donc ce film-là, The Duchess, On la oui, retrouve aussi dans Pirates des Caraïbes, ça n'a rien à voir. Hein. c'est vrai. Elle a ce petit air buté qui lui... Elle a un petit air aristo. Aristo rebelle. Voilà, c'est peut-être ça. Donc je trouve elle est très très bien comme actrice. Et pour en revenir à The Duchess, en fait, c'est vraiment le film qui m'a réconciliée avec les romances. Parce que clairement, les films romantiques, moi j'en ai fait un gros... je sais pas si on peut dire un gros déni, du moins un gros rejet pendant toute mon adolescence où je me disais non, c'est pas des films pour moi. Alors je sais pas. Est-ce que c'est parce que j'ai été élevée avec 3 frères, du coup j'ai associé ça à des films qu'il fallait pas que je regarde. Mais en tout cas, un jour, on est tombé sur The Duchess et on a décidé de le laisser y passer à la télé. Et on a décidé de le laisser juste le temps de dîner. Et moi, je me souviens que je regardais distraitement. Et d'un coup, je me suis accrochée à l'histoire. Et je me souviens de ce moment où tu m'as dit on met un autre film. Et là, je t'ai regardé. Ou alors, on pourrait laisser The Duchess. Et au final, je l'ai trouvé vraiment, vraiment très, très bien. Et pareil, super beau travail sur les costumes, sur les lumières. Il y avait Dominic Cooper dans ce film qui était tout jeune et qu'on connaissait de la série Preacher, dans laquelle il avait un rôle qui n'avait absolument rien à voir. Et alors, on retrouve un acteur qui nous disait quelque chose sans qu'on puisse vraiment réussir à retrouver dans quel film il avait joué. Il s'agit de Ralph, je ne sais pas comment on prononce son nom de famille, alors je vais le dire à la française, Fiennes, F-I-E-2-N-E-S. Et en fait, ce monsieur incarnait Lord Voldemort dans Harry Potter. Donc bon, ça le change quand même hein, quand il n'a pas son maquillage. Heureusement pour lui, quand même. Mais c'était rigolo de le retrouver dans ce film-là. Mais donc ça, c'est un film qui retrace la vie de la duchesse Georgina, duchesse du Devonshire. Et, Devonshire, qui a vécu ce que j'ai trouvé être un véritable drame romantique. Et j'ai trouvé son histoire très très bouleversante. Donc voilà. Alors, c'est pas forcément un film très joyeux. Je préfère prévenir parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas du tout les films un peu tristes. Donc, il faut le savoir. Il n'est pas joyeux, mais il est vraiment très, très beau. Il y a pas mal de romances qui sont des romances type drame, puisque c'était un style très, très commun. Hein. Absolument. Donc, des drames romantiques. Voilà. D'ailleurs, Roméo et Juliette, etc. Mais c'est ça, c'est le vrai romantisme au sens qui finit pas forcément bien, mais c'est du vrai amour très pur. Ensuite, dans le même style de drame romantique également, on retrouve à nouveau Keira Knightley, ainsi que James McAvoy dans Reviens-moi, film de 2007, où là encore, on a des plans que je trouve mais absolument sublimes dans la campagne anglaise. Et alors tout le début du film est vraiment super super beau. Et alors ce qui est drôle dans ce film, c'est qu'il y a une scène, je pense que c'est dans la première partie du film, ça doit être à peu près une vingtaine de minutes du début, où on a James McAvoy qui incarnait un garçon qui s'appelait Robbie, je crois. Et il est dans une petite pièce éclairée par une fenêtre. Il est en train de rédiger une lettre à la machine à écrire et il est en train de fumer une cigarette. Et il y a la lumière qui passe dans cette fenêtre et qui passe dans la fumée de la cigarette. Et ça crée un effet que j'ai trouvé génial. Et je me souviens que quand j'ai vu ça, je me suis dit « Oh là là, je vais faire un arrêt sur image, je vais en faire un tableau. » Et en fait, plus je repensais à cette scène et plus ça devenait magnifique dans ma tête. Et à tel point que quand je suis revenue sur le film, bien décidée à faire mon arrêt sur image pour pouvoir peindre le tableau, en fait, je suis tombée de très très haut. Parce que c'était pas du tout comme dans mes souvenirs. Et je sais pas si c'est cette ambiance qu'il y avait eu dans le film depuis le début, où on nous montre
cette lumière, cette végétation dans les scènes d'extérieur. Il y avait la scène de la fontaine aussi, où Keira Knightley rentre dans une fontaine pour aller récupérer quelque chose. Et la caméra est dans l'eau et on voit les feuilles de nénuphar par-dessous. Et c'était trop beau. Et je sais pas si c'est en fait dans la continuité de toute cette beauté où j'ai vu cette scène et du coup, je l'ai magnifiée dans mon esprit. Mais en tout cas, quand je l'ai revue, elle était pas du tout exploitable. Enfin, c'était plus du tout ce que je voulais peindre. C'était beaucoup plus encombré que dans mes souvenirs. C'était beaucoup plus petit, les sujets. Enfin, du coup, je ne l'ai pas du tout exploité, mais j'ai trouvé ça assez drôle comme expérience. Tu t'en souviens, toi, de cette scène ? Un petit peu, oui. Oui, Ça oui, t'a oui. marqué aussi, quand même. En tout cas, j'en ai le souvenir, donc je pense que oui. Oui. Et oui, donc très très joli film aussi, pareil, drame romantique, donc faut pas s'attendre à quelque chose de super joyeux, il vécu heureux, il y a beaucoup d'enfants, mais Sortez les mouchoirs. Voilà, sortez les mouchoirs. J'ai beaucoup pleuré dans ce film. Après, je pleure beaucoup dans beaucoup de films, mais dans celui-là particulièrement. Dans les films d'action, je te vois pas beaucoup pleurer, mais peut-être que je ne le vois pas. Écoute, j'ai déjà pleuré devant un épisode de Futurama. Donc, pour vous dire, le niveau est quand même assez important. Je sais pas si ça parlera à beaucoup de monde, mais oui. C'est un dessin animé Comique. qui a été fait par les créateurs des Simpsons. Voilà. C'est pas Mais mal. cet épisode-là était vraiment très triste et il y avait un chien dedans. Ceci explique cela. Ah bah voilà. Le film suivant nous est proposé par Emma qui nous a préparé une petite présentation très très bien organisée. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Emma et je rédige les articles du blog de Cindy. Pour ce podcast, sous le signe de l'esthétisme au cinéma, j'ai choisi de vous présenter Les filles du Dr March, ou Little Woman pour le titre original, sorti en 2019. Les 5 acteurs principaux sont Saoirse Ronan, qui joue Jo March, Emma Watson, dans le rôle de Meg March, Florence Pugh, qui joue Amy March, et Eliza Scanlen, qui campe Beth March. Timothée Chalamet a le rôle de Laurie, le voisin des 4 sœurs. Quant à Mary Streep, elle apparaît pour jouer la tante riche et ancrée dans les traditions passées. Le film se déroule durant la guerre de Sécession, dans les années 1860, et narre la vie chaotique des 4 sœurs, en se positionnant du point de vue de Jo, alter ego fictif de Louisa May Alcott, auteur du livre sur lequel est basée cette adaptation. Le film est construit entre le présent et les nombreux flashbacks de l'héroïne, passionnée par l'écriture. Elle n'a qu'un rêve, que son roman soit publié. La musique a été composée par Alexandre Desplat. Elle se substitue souvent aux paroles et nous transporte dans un univers parfois enchanteur, parfois plus dramatique. Beth joue également de magnifiques morceaux au piano, alors que sa sœur Amy rêve d'être peintre. Quant à l'esthétique visuelle, les vues d'ensemble sont captivantes de beauté et nous transmettent les émotions des personnages. Il y a notamment de superbes prises de vue en bord de mer. En outre, la palette de couleurs utilisée varie des tons pastels artificiels pour les mondanités aux couleurs végétales, sobres, pures et naturelles que revêtent les 4 filles quand elles sont chez elles. Le film est donc très inspirant de par la profondeur des personnages, la lumière travaillée selon l'intensité des sentiments qui émanent de la scène, mais aussi par la douceur visuelle des teintes employées, et la musique captivante et envoûtante. J'espère que ces quelques mots vous donneront envie de le voir. Je vous souhaite à tous une agréable journée. Merci beaucoup Emma pour cette présentation. J'avoue que ça me donne très envie de le voir. Et toi, Tominou ? Bah et pourquoi pas. De toute façon, je sais qu'on va le voir, donc Bah, on verra aussi des films qui te font plaisir à toi, mon Tominou. Mais bien sûr. Du coup, la catégorie suivante, j'ai nommé ça les films contemplatifs. Bon, vous l'interprétez comme vous voulez, cette dénomination-là. Alors, le premier que j'ai choisi, j'étais très contente de voir qu'il était revenu plusieurs fois dans vos suggestions Instagram. Il s'agit d'un film
fait par Robert Redford, dans lequel il ne joue pas. Il est de 1992, il s'appelle Et au milieu coule une rivière. Et, et dans ce film, on retrouve Brad Pitt et un autre acteur que je ne connaissais pas qui s'appelle Craig Sheffer. Et ce film-là m'a énormément marqué parce que les images dépassaient très largement le scénario selon moi. Tu t'en souviens de ce film ou pas ? Si c'est bien celui auquel je pense, oui, mais vu les acteurs, oui, c'est clairement lui. Oui, en fait, ce qui était époustouflant dans ce film, c'est déjà les paysages. Ah bah ça m'a donné envie de partir dans le Montana. Toi qui n'étais pas forcément hyper intéressé par les États-Unis, en fait, ça regorge d'une variété de paysages, et notamment dans certaines campagnes, je trouve de tout. Et c'est vrai que les plans étaient très travaillés, très travaillés. Je pense qu'ils ont vraiment travaillé sur les horaires pour pouvoir prendre les meilleures lumières, les angles, et ça rend divinement bien. C'est incroyable parce qu'en plus c'est un film qui est assez long, je crois qu'il fait plus de 2 heures. Et alors, c'est fou le temps qu'on peut passer à regarder des gens pêcher à la mouche et il se passe pas grand-chose. Il y a quand même une histoire, il y a quand même un minimum de suspense, mais c'est pas du tout un scénario haletant avec plein de rebondissements, des choses qui se passent. En fait, c'est là encore tiré d'un roman. Et vraiment, j'étais scotchée à ce film parce que chaque plan est un tableau, en fait. C'était magnifique. Il y a vraiment ce sentiment d'espace, de nature omniprésente. C'est très beau. Et en plus, en petit bonus, il y avait un petit garçon qui jouait Brad Pitt quand il était jeune. Ou peut-être que c'était Craig Sheffer quand il était jeune, d'ailleurs. Et je me disais, mais il me dit quelque chose. Et d'un coup, ça m'est revenu. C'était Joseph Gordon-Levitt. Quand il était enfant, il devait avoir 8-9 ans. Il était adorable. Il était pas grand. Oh là là. Donc voilà, film à voir vraiment pour la beauté de ces paysages, très surprenant. Ensuite, je vais laisser la parole à mon ami Anthony pour vous présenter le film suivant. Anthony, que vous connaissez certainement si vous aimez la peinture acrylique abstraite, car il a une merveilleuse chaîne YouTube sur ce thème. Vous pouvez la retrouver sous le nom de Anthony Chambaud, artiste peintre. Donc le film que j'ai sélectionné, qui moi m'a profondément touché pour ses images, c'est Au-delà de nos rêves. Au-delà de nos rêves avec l'acteur Robin Williams. C'est quelque chose qui m'a profondément touché. Un sujet, sans spoiler, qui traite de la vie, d'une vision de la vie après la mort. Et ici, en l'occurrence, quand l'acteur principal arrive dans l'au-delà, ce qu'ils appellent l'au-delà, il a une vision vraiment qui lui est propre de l'au-delà et qui est vraiment qui est très colorée, vraiment qui s'apparente justement à des tableaux. On a l'impression d'y voir des tableaux de Rembrandt de mémoire, de voir des choses magnifiques. Et en fait, on comprend que c'est vraiment très lié à la personne qui passe justement dans l'au-delà, enfin dans le film, et qui s'imagine, qui se crée son univers subjectif de cette façon-là. Et c'est vraiment un film qui me touche profondément, et on y voit même à un moment où Robin Williams prend une fleur. On a vraiment l'impression en fait que tout le décor est peint, mais animé en même temps. C'est absolument magnifique. Et Robin Williams prend une fleur dans la main, et d'un coup la fleur se met à dégouliner comme si on prenait un tube de gouache, quoi. On voit la peinture qui coule dans ses mains, les teintes, l'animation avec ces teintes. Voilà, j'ai pas de mots, c'est juste magnifique. Donc ça m'a profondément touché. Je peux que vous inviter à découvrir ce film que je trouve qui est très sous-coté parce que on n'en a pas vraiment beaucoup parlé, enfin je trouve en tout cas. Et c'est pourtant un film très touchant et vraiment magnifique par ses images. Je pense qu'il y a eu un travail technique justement exceptionnel qui a dû prendre vraiment beaucoup de temps, qui a dû demander vraiment beaucoup d'investissement. Et voilà, c'était mon choix pour mon film concernant les images qui m'ont le plus touché en tout cas. Le film que j'ai choisi, qui m'a le plus marqué d'un point de vue musical, c'est Whiplash. Whiplash qui est sorti en 2014. Un film qui m'a profondément touché. C'est une histoire plus ou moins vraie, je vous laisserai vous renseigner sur l'histoire. D'un jeune apprenti, enfin quelqu'un qui veut devenir batteur de jazz, qui veut devenir le batteur de jazz, un des meilleurs en tout cas.
Et il arrive à intégrer une école assez prestigieuse et se retrouve face à un professeur qui est absolument horrible, qui est affable, qui est vraiment violent avec lui. Et toute l'histoire tourne autour de ce contact, de ce rapport qu'ont les deux protagonistes. Et c'est vraiment très puissant, très fort. Tout l'univers musical, que moi je ne connaissais pas forcément, qui est vraiment issu du jazz, est absolument somptueux. Déjà en termes d'acoustique, le son est traité d'une façon... vous verrez, si vous avez un bon matériel son, c'est ce que j'espère pour vous, pour écouter ce genre de film, vous avez vraiment l'impression d'y être. On voit qu'il y a eu vraiment un souci, une attention portée sur l'acoustique, sur le traitement acoustique. Et le choix des musiques est absolument somptueux, vraiment. Et je peux pas vous spoiler l'histoire, mais c'est vraiment très intense du début jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière seconde du film. Donc si vous aimez la musique, l'apprentissage autour de la musique, si vous voulez voir quelqu'un de passionné, si vous aimez l'univers jazzy, je peux que vous recommander de découvrir. Merci beaucoup Anthony pour ces 2 choix. Alors pour ce qui est de Au-delà de nos rêves, vraiment ça a l'air très très intéressant. Donc je l'ai bien sûr ajouté à ma liste. Et c'est très drôle que tu aies choisi le même film que Manon pour le film musical. Et d'ailleurs, je n'ai pas demandé à Rémi de participer à ce podcast-là, à Rémi de la chaîne d'Aquarelle Rémi Lac. Mais je suis à peu près certaine que si je lui avais demandé de participer, il m'aurait répondu aussi Whiplash. Mais ce film a beaucoup marqué les esprits. Bah, ça se comprend aussi, il nous a marqué également. Donc, et c'est vraiment un film qui est tourné sur la musique, au-delà de l'utilisation de chansons et de musique dans les bandes originales qui peuvent nous marquer. C'est un film qui est tourné sur la musique et qui utilise évidemment des bonnes musiques, une bande originale. C'est vrai. Est-ce qu'on peut parler des films de Tim Burton ? Certainement. Parce que là, alors c'est vrai que c'est une esthétique un peu macabre, un peu. Bon, ça dépend des films, évidemment. Mais la plupart. Je pense que quand on pense à Tim Burton, on pense à cette ambiance très sombre, très désaturée, avec beaucoup de gris, des gris bleutés, un peu comme Harry Potter d'ailleurs. C'est quand même très différent, mais c'est je vois très ce que tu veux différent, dire. mais dans les couleurs, je veux dire. Oui. Alors moi, les films de Tim Burton qui m'ont particulièrement marqué, Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street, qui est une comédie musicale, qui est la première comédie musicale que j'ai appréciée et que j'ai vue à plusieurs reprises, et qui est complètement dans cette ambiance d'une vieille Angleterre avec des lumières très tamisées, avec des couleurs très grises, des personnages très gris. Ultra steampunk. Steampunk, complètement, c'est vrai. Et Johnny Depp, évidemment, comme dans tous les films de Tim Burton, mais il y avait aussi, d'ailleurs, Alan Rickman dans ce film. Tu t'en souviens ou pas ? Tu l'avais peut-être pas regardé, toi ? Si, je l'ai regardé. Je me souviens un petit peu du film, mais on l'a vu il y a quand même très longtemps. Toi, tu l'as revu depuis, moi pas. Je l'ai vu 3 ou 4 fois. Voilà. Moi, je l'ai vu une fois, donc ça remonte à facile 10 ans, je pense. Ouais. Et je me souviens que c'était très travaillé au niveau artistique et au niveau musical, bien évidemment. Mhm. Et qu'il y avait ce travail, justement, steampunk, j'en parle parce que ça m'avait marqué. Ils ont vraiment fait le lien entre l'univers de cette Angleterre en révolution industrielle et ce qu'ils ont voulu faire passer au niveau de l'époque et des chansons. Donc non, ça m'a marqué. De là me souvenir de qui était dedans et ce qu'il faisait, un peu moins, évidemment. Eh bien, oui, il y avait Alan Rickman, donc c'est l'acteur qui est décédé maintenant, qui interprétait le professeur Rogue dans Harry Potter. Ah, c'est lui. C'est d'accord. lui, il jouait très très bien aussi dans ce film. J'avais vraiment beaucoup aimé. C'est une histoire d'horreur, on peut dire, parce que c'était sur un assassin qui par vengeance, se mettait à commettre des meurtres. Spoil alert. Ah oui, c'est vrai, je ne vais pas en dire plus. Mais donc voilà, bon, il faut savoir que c'est très macabre. Ça reste aussi une histoire d'amour, un petit peu. Et c'est vraiment très très travaillé aussi bien musicalement que visuellement. Moi, ça fait partie de mes Tim Burton préférés. Ensuite, j'ai relevé Édouard aux mains d'argent, que j'ai revu il n'y a pas très longtemps et que j'ai trouvé absolument sublime. Et en plus des images, là, vraiment, la bande-son est absolument magnifique.
mais magnifique. Et pareil, je l'ai repassé après en boucle, en peignant. Je trouve que ce film était vraiment merveilleux. C'est un vieux film, 1990, mais pour moi, c'était un petit bijou, que tu n'as pas voulu revoir d'ailleurs, mais vraiment très très beau film. Et puis, j'ai noté le Alice au Pays des Merveilles qui est sorti en 2010. On l'a vu ensemble au cinéma. Au cinéma, je sais plus, mais on l'a vu ensemble. Si, on l'a vu au cinéma, ça je m'en souviens. On l'a vu aussi à la télé, je crois. Il est repassé entre temps. Ça, c'est vrai que ce conte Alice au Pays des Merveilles, je trouve qu'il se démarque des autres parce que même dans le dessin animé de Disney, il y a cette... c'est très créatif, mais c'est très malsain comme dessin animé, je trouve. C'est un peu cauchemardesque quand même. C'est le cas, hein, je sais pas si on peut pas qualifier ça de dystopique, mais en fait, quand on est dans le fantastique, on peut sortir du cadre entre guillemets raisonnable ou rigide de la réalité, et c'est ce qu'ils ont fait, et c'est pour ça qu'on a cette ambiance où tu sais pas trop quoi en penser, mais ça reste quand même très travaillé, très beau par certains aspects aussi. Il y a un travail de fond sur les scènes, sur les couleurs, sur leur association qui est quand même à noter. Mais oui, il y a un côté aussi un petit peu malaisant. Mais c'est voulu. Hein. Moi, quand j'étais petite, le dessin animé, il me terrifiait. Hein. La méchante reine, là, et les petites huîtres qui se faisaient manger, c'était dur quand même. Et c'est vraiment une histoire que j'ai appréciée en grandissant. Bon, maintenant, je sais que voilà, le registre de l'épouvante, j'aime beaucoup, donc c'est pas Alice au Pays des Merveilles qui me fait peur, mais c'est vraiment quelque chose qui est venu après. Et cette créativité débordante et qui frôle avec le malsain, effectivement, je trouve ça très satisfaisant à regarder personnellement. Et d'ailleurs, dans le même ordre d'idée, j'ai noté Charlie et la chocolaterie, qu'on a revu il n'y a pas très longtemps parce qu'il est passé à la télé. Et alors, pendant les 20 premières minutes du film, j'essayais de trouver qui était ce petit garçon qui jouait Charlie, en me disant, mais j'ai déjà vu cette bouille, mais je le connais adulte, c'est sûr, je le connais adulte. Qui est-ce Eh bien, c'était Freddie Highmore qui joue Good Doctor, la série sur le docteur Murphy. Docteur Murphy. Voilà, c'était ça. Et il était absolument adorable dans son rôle de Charlie. Il est trop mignon. Et en fait, ça, c'est un film que j'avais pas du tout apprécié quand il était sorti. Je me souviens que je n'avais pas aimé. En fait, je trouvais que les petits personnages, là, les Wonka, c'est ça. Je les trouvais vraiment flippants. Et même, en fait, Willy Wonka, il est pas très sympa. Hein, en fait, il est un peu bizarre, il est un peu effrayant, même par certains aspects. Et en le revoyant là, je l'ai trouvé vraiment très bien, ce film. Comme quoi, des fois, les goûts évoluent. Tu l'avais vu avant, toi, ou c'était la première fois que tu le voyais ? Je l'avais vu avant, et je te rejoins parce qu'en fait, notre perception, je pense, elle a évolué entre la première fois où on l'a vu et maintenant. Oui. Et la façon, évidemment, dont on a pu interpréter l'histoire, les personnages, et la façon dont on peut aussi mieux comprendre certains traits de personnalité des différents acteurs. Souvent, quand on est plus jeune, on va dire qu'on a le bien, le mal, et que c'est tout blanc ou tout noir, quoi. Il y a le camp des gentils, le camp des méchants. Et après, on trouve qu'il y a des nuances. On vient comprendre que ce n'est pas aussi simple et aussi caricatural que ça. Et c'est le cas parce que comment il s'appelle du coup Freddie Highmore ? Non. Willy Wonka ? Oui. Tim Burton ? Non, Willy Wonka. Il est il est gris, il est flippant, il a un côté un peu inhumain, un peu extraterrestre. Hein. Et en fait, au cours du film, on comprend un petit peu mieux son histoire, son passif, pourquoi il est devenu comme ça. Mais c'est particulier. Et c'est vrai qu'au début, je peux comprendre qu'on n'apprécie pas ou qu'on ne comprenne pas forcément toutes les dimensions, quoi. En fait, j'aime bien parce que c'est un mélange de... Parce qu'il y a quand même un côté extraordinaire de créativité. Hein. L'usine, oui. C'est un univers incroyable qu'ils ont réussi à créer, à façonner. Et il y a ce mélange de... C'est merveilleux et à la fois, il se passe des trucs qui sont quand même franchement flippants. Il y a des enfants qui disparaissent, il leur arrive des choses, sans spoiler, mais ça oscille en fait entre... En fait, c'est fascinant, je dirais le terme qui convient le mieux.
Ce qu'on a remarqué dans le film, qu'on n'avait pas forcément vu à l'époque, ou du moins on s'en souvenait pas, c'est que ça vient aussi dénoncer certains péchés capitaux, ou voire même tous les péchés capitaux, quoi. Ah oui, c'est vrai. Mm. Et ils sont un peu les caricatures d'eux-mêmes, du coup. Mais du coup, c'est intéressant de voir aussi un film que vous avez pu voir il y a des années, il y a des décennies, et de le redécouvrir avec un œil potentiellement nouveau, Ah, moi, je trouve c'est ça toujours pas mal. génial. Là, pour les fêtes, ils ont repassé Blanche-Neige, que je n'avais pas vu depuis que j'étais haute comme trois pommes. Et ça m'a fait plaisir de revoir ce film. C'était incroyable. Vraiment, revoir des dessins animés de quand on était petit avec notre œil d'adulte, je trouve que c'est génial. Super expérience. Maintenant que tu es haute comme 4 pommes. J'avais l'impression de voir des aquarelles dans les arrière-plans. Vraiment, moi, je suis haute comme au moins 6 pommes. Bon, alors changement de catégorie avec un film, le seul de la catégorie thriller que j'ai relevé, qui est... Drive, Alors, film de 2011 avec Ryan Gosling. non, avec Ryan Gosling. Ryan Gosling. Ryan. Carey Mulligan et Bryan Cranston. Bryan Cranston. Donc, qui est ce fameux acteur qui jouait le rôle de Malcolm et qu'on retrouve de manière époustouflante dans la série Breaking Bad. Et donc pour en revenir à Drive, en fait on l'a découvert par hasard, on l'a vu au cinéma. On avait vu la bande-annonce et ça s'apparentait de prime abord à une sorte de copie ou un dérivé d'un film autour de l'automobile comme Fast and Furious. Parce que au niveau de la bande-annonce, c'était quand même présenté un peu comme ça. Et quand on s'est installé, qu'on a découvert le film, rien à voir. Rien à voir. Rien que la scène d'ouverture est incroyable. Et ce qui ressort de ce film, c'est pas les scènes d'action. Le scénario est pas spécialement original, il est ok, mais ce qui ressort, c'est surtout la mise en scène, qui est pour le coup hyper léchée, hyper travaillée. Les plans sont millimétrés. Et la bande originale, pareil, moi qui m'a laissé un souvenir impérissable. Enfin, les chansons m'ont... Elle est magnifique. Ouais, les chansons m'ont marqué et je les adore toujours. D'un artiste d'ailleurs français, Kavinsky. Et en fait, ce film se déguste presque comme un concert ou comme j'allais dire comme un opéra. C'est différent, hein. Mais c'est pas un film orienté action où on vient voir effectivement des grosses scènes Des un courses de peu voitures. voilà, hollywoodiennes, etc. Là, tout ce qui fait le charme de ce film, il y a l'interprétation du personnage principal, mais c'est la mise en scène et le travail sur la bande originale, je trouve. Ce film m'a tellement marqué. Je pense que c'était ma première claque. En fait, je pense que Drive a vraiment marqué le moment où j'ai commencé à prêter attention à tout ce qui sortait du pur cadre du scénario. Et en plus, c'est un film qui nous a marqués tous les deux parce que c'était notre premier cinéma tous les deux aussi. Aussi. Et en fait, vraiment, le fait qu'on s'attendait à voir un remake de Fast and Furious et qu'on a vu ce film-là, ça a été un gros choc. Mais après, il faut savoir que nous, on a vraiment adoré. Moi, dans mon entourage, il y a très très peu de personnes qui ont aimé ce film. La plupart l'ont trouvé long et sans intérêt. Personnellement, j'étais scotchée. En fait, il y a des scènes de braquage où j'avais tellement l'impression d'être dans la voiture avec eux parce qu'il y a une espèce de réalisme dans ce film et il y a des moments où on a sursauté tous les deux et on l'a revu des années plus tard, on a re-sursauté à la même scène parce qu'on avait oublié et il y a des moments de silence où tout se passe dans le regard et je trouve que ils ont fait quelque chose de très, très fort avec ce film-là. Mais effectivement, ces moments de silence qui sont liés au personnage, parce que le personnage principal, c'est quelqu'un d'introverti qui parle peu. Du coup, ça peut être aussi interprété comme des longueurs, un personnage un peu robotique, mais c'est vraiment, enfin pour moi, c'est vraiment son rôle qui est comme ça, et c'est ce qui fait vraiment tout le scénario en fait, ce type qui a l'air sorti de on ne sait où et qui a l'air différent de tout le monde en fait. Non, mais c'est effectivement ça, c'est un ovni. C'est ça. Et du coup, il y a une histoire autour de lui qu'on va pas évoquer. Mais ce qui a marqué principalement à notre niveau, c'est la mise en scène avec les plans très cadrés, le jeu de couleurs, de lumière. Pareil, il y a un vrai travail de recherche et de fond
pour faire passer des sentiments ou des impressions qu'on peut vraiment noter. Et puis la musique, la bande originale est à tomber par terre. Enfin, en tout cas, c'est très particulier, c'est typé électro, mais soit je pense qu'on aime, soit on déteste. Bon, elle a été quand même très, très reconnue et réputée après, en Oui, je plus. crois qu'il a été récompensé, ce film. Donc, non, moi, c'est clairement dans mes films préférés, clairement. Scène de violence, on précise, pour les personnes qui sont sensibles à cela. On passe au film d'action. Et on va parler d'un film, alors c'est surtout Fanny qui va parler du film Blade Runner. Salut Cindy, salut Thomas, salut tout le monde. Donc moi c'est Fanny et Cindy nous a demandé de parler d'un film qu'on trouve inspirant. Moi le film que je trouve inspirant, vraiment quand je fouille dans ma mémoire, le film qui allie le mieux le visuel et la musique, c'est Blade Runner. Donc Blade Runner, c'est un film qui date de 82, qui a été réalisé par Ridley Scott, et la musique est de Vangelis. Je l'ai vu très jeune, ce film il me touche toujours autant, il me met une claque visuellement, et que ce soit le visuel ou la musique, ça me met une baffe de fou. C'est un film très sombre, toujours dans le brouillard, dans la pluie. Je crois qu'il n'y a pas une once de beau temps dans ce film, et c'est tant mieux. L'histoire me plaît, je la trouve top. Il y a du suspense, il y a de l'amour. Voilà, c'est un film qui m'inspire. Après, je pourrais pas le décrire entièrement. Je voudrais pas que l'écoute elle dure 3 heures, mais c'est un film à voir, je pense. Après, est-ce que ça a le même effet chez tout le monde? Je sais pas, mais moi, je pense que c'est le film qui m'inspire le plus. Et qui m'inspirera toujours le plus. Et d'ailleurs, je l'ai tatoué sur ma peau, tellement je l'aime ce film. Voilà. Des bisous à tous. Et j'ai hâte de savoir ce que les autres personnes trouvent inspirant comme film, visuellement et musicalement, auditivement parlant, tout ça, quoi. Voilà. Des bisous. Merci beaucoup Fanny pour cette super présentation de Blade Runner. Est-ce que tu l'as vu toi ? Il me semble que je l'ai vu, mais c'était, je pense, il y a très longtemps et j'en suis même plus si sûr que ça. Donc, j'ai vu le, entre guillemets, le plus récent. Je sais pas si c'était un remake ou si c'était une suite, qui était Blade Runner 2049 ou quelque chose comme ça. Mais du coup, je pense que je vais aller voir Blade Runner premier du nom. Mais oui, Pour ça nous a essayer donné de- envie de le voir. Moi, je ne l'ai pas vu et ta description est vraiment super. Donc, je pense que je l'ai déjà rajouté à ma liste. Je pense qu'on va se le faire assez rapidement. Donc, merci beaucoup Fanny pour ta participation. Et je rappelle que vous avez tous la possibilité de nous envoyer des messages vocaux pour qu'on puisse les diffuser dans nos podcasts. Pour cela, eh bien, il faut être abonné à mon compte Instagram pour pouvoir voir en story le thème du prochain podcast et vous pouvez m'envoyer vos messages vocaux sur l'adresse mail podcast@créeaveccindy.com et je diffuse aussi le thème du prochain épisode sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Alors ensuite, Tominou nous a choisi un autre film, je te laisse le présenter. Alors, on reste dans la catégorie action et là, on va partir chez Tarantino, que de manière générale, on adore tous les deux, pour plusieurs raisons qu'on va évoquer. Et là, le film choisi, ça va être Django Unchained, avec Jamie Foxx et Christoph Waltz. Un bijou. Alors, DiCaprio également, ne l'oublions pas quand même. Bah oui, ça serait dommage. Et c'est un bijou pour nous. C'est un bijou, je pense, pour beaucoup de monde, mais c'est aussi un film qui est un peu sanglant, donc attention pour ceux qui pourraient être sensibles. Mais ce qui est majestueux dans ce film, c'est déjà c'est le talent de Tarantino pour avoir produit un scénario, une mise en scène pareille. Et il y a évidemment un travail gigantesque. Je vais commencer par la bande originale d'Ennio Morricone, c'est à tomber par terre. C'est ultra spécifique et quand vous l'entendez, vous savez que souvent vous êtes sur un film de Tarantino déjà. Et dans Django, donc au-delà de cette bande originale qui est choisie de manière mais vraiment parfaite, qui est ajustée pour chaque scène, le film en tant que tel, sur les différentes scènes du film, sur les cadrages, est pareil, très, très travaillé et très immersive.
c'est un film qui se déguste minute par minute, Ah ouais. En fait, qui se boit. Et... il a modernisé le western, je trouve, avec ce film-là. C'est ça. Mais en fait, moi, j'adore les effets, je sais même pas comment décrire, les effets de caméra, les effets de sound design aussi. Je trouve qu'il donne à ces personnages cet aspect vraiment cool, qui est très typique des films de Tarantino qu'on retrouve dans Kill Bill, par exemple, dans Pulp Fiction. Après, voilà, Tarantino sait bien aussi s'entourer parce qu'on a des acteurs d'exception Oui. et qui incarnent et interprètent les rôles qui leur sont donnés de manière exceptionnelle là aussi. C'est ce qui fait aussi la force des films. Moi, je trouve qu'il y a un côté un peu comic book à ces films. Complètement. Mais on peut revenir sur les musiques d'Ennio Morricone parce que moi je les trouve absolument sublimes. Et je voulais dire que Ennio Morricone avait composé énormément pour des westerns. Et du coup, ça m'a rappelé ce western que tu n'as jamais vu, Tominou. Mais il faudra que tu le vois un jour. Really? Oui, de 1973 avec Terence Hill, Mon nom est personne, My name is nobody pour son titre original. T'es sûr que je l'ai pas vu? Je suis certaine. Alors, dans l'été, ils ont repassé quelques western spaghetti avec Terence Hill. Ils ont repassé Trinita, et on l'appelle toujours Trinita. Et c'était drôle aussi. Ça, c'est pareil, c'est des films que j'avais pas vus depuis que j'avais peut-être 10 ans. Et c'était drôle de revoir les films de cette époque-là, et surtout le sound design quand il y a des scènes de bagarre et que ça fait... Ça a légèrement évolué depuis. Oui, mais y a un côté tellement nostalgique à revoir ça, je trouve ça fabuleux. Et dans Mon nom est personne, il y a une scène qui m'a marquée à vie, où il y a ce qu'ils appelaient The Wild Bunch, la horde sauvage. Et la horde sauvage, en fait, c'était... un groupe de cavaliers, de cow-boys, je sais pas combien ils étaient, mais le nombre était pharaonique. Et il y a cette scène, en fait, où on les voit arriver sur la ligne d'horizon au galop, et ils sont tous alignés les uns aux autres. Et là, il y a cette musique qui s'appelle The Wild Bunch. Et c'est... là, c'est l'association de la musique avec la scène qui était incroyable. Et j'étais gamine quand je voyais ce film, mais j'avais vraiment des papillons dans le ventre en voyant cette scène tellement elle était sublime. Et c'est vrai que quand on a revu les Trinita, je me suis fait cette réflexion, mais c'était super travaillé. Franchement, les angles de vue, les lumières, on voyait qu'il y avait vraiment une grande recherche, même à cette époque-là. C'était déjà des super beaux films. Et d'ailleurs, dans vos suggestions Instagram, et la majorité des films que vous m'avez suggérés sont des vieux films, et on voit que ils prenaient vraiment soin de bien cadrer leurs scènes et de bien choisir leur organisation pour les différents plans. Et je sais pas si c'est quelque chose d'aussi fréquent à notre époque. Je pense qu'il y a énormément de films qui misent sur le scénario. Je me demande en proportion, remarque, tu me diras, il y a aussi beaucoup plus de films à notre époque qu'à cette époque-là, certainement. Bon, la réalisation, et donc cette partie, ça en fait partie du coup. Si ça reste quand même très très travaillé, c'est normal. Hein. Mais on va dire que maintenant on a aussi plus facilement accès aux effets spéciaux, au digital, et que ça se fait différemment. J'ai relevé aussi pour les personnes qui aiment bien Tarantino, les films de Guy Ritchie. C'est vrai, on peut faire un parallèle très facilement parce que c'est pas la même chose, hein, mais on est sur des films de gangsters avec pareil du travail sur les bandes son. De l'humour, comme Tarantino, mais d'ailleurs ils se sont associés dans certains films les deux. Ça m'étonne pas. C'est un peu le même style. Hein. Donc j'ai relevé en particulier, si vous avez envie de découvrir et que vous ne connaissez pas, j'ai relevé Rock'n'Rolla, que j'avais vraiment particulièrement aimé. Film de gangster. Qui était très bien, effectivement. Bien rythmé, des bonnes musiques. Ouais, super musique, super bande-son aussi. Très beau style. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé Rock'n'Roll. Et pour terminer, dans la catégorie action, Mad Max, de 2015. Sachant que le premier Mad Max datait de 1979 et qu'on ne l'a pas vu. Toi, tu l'as vu ? Moi, je l'ai vu, mais ça fait j'allais dire une éternité, mais c'est pas loin. Alors, Mad Max, je l'ai vu, c'est sûr. En fait, je me souviens très bien de cette ambiance qu'ils ont créée. C'est dans le désert, c'est toi qui avec les voitures, là ? C'est ça, post-apocalyptique. Oui, voilà.
Donc j'ai été vraiment marquée par les costumes, parce que les personnages, ils sont quand même sacrément travaillés. Et ce style qui est vraiment unique de ce film-là. Et c'est vraiment ça qui m'a marqué. Après, je suis incapable de vous raconter l'histoire. Voilà, ça se limite à c'était dans le désert, il y avait des voitures. Mais, mais je sais que c'est un film pour lequel le design était particulièrement soigné et que ça m'avait interpellée. C'est tout à fait ça. Enfin, pareil, je vais pas rentrer dans l'histoire. Il y a une histoire, il y a des choses intéressantes à en dire, mais je pense que le mieux c'est quand même de le voir, pas de le raconter. Par contre, au niveau de ce qui a été réalisé, le travail sur les costumes, le travail sur les véhicules aussi, est dingue. Enfin, on a des véhicules complètement incroyables de par leur design. On n'est pas du tout sur la voiture qu'on peut croiser dans la rue, hein. On est sur une espèce de buggy trafiqué avec C'est des vrai. grandes cornes pour pouvoir taper sur les autres, des pots d'échappement incroyables. Enfin, des trucs complètement fous. Et travailler sur la musique qui est aussi énorme. Et donc, c'est un film qui s'apprécie, pareil, au niveau pour l'histoire, mais aussi, et peut-être même principalement, pour pour l'environnement, en fait, comment dire, pour le côté complètement décalé de ce qu'on peut connaître, hein. Ils sont effectivement dans une partie désertique, où on voit des tempêtes de sable, des éclairs, enfin des trucs qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, donc ça dénote avec ce qu'on peut connaître, donc c'est... Des paysans. Voilà, dépaysant, c'était le terme. Et on passe à la partie animée. Alors bon, l'animé, c'est vraiment un domaine très très vaste. J'ai relevé quelques films que j'ai particulièrement appréciés. Les films de Miyazaki, tout d'abord. C'est en fait les premiers animés auxquels j'ai pensé parce que ça, ce sont vraiment des films avec des dessins très 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 appréciés par beaucoup de monde. Et en particulier Le Voyage de Chihiro, qui est une espèce de Alice au pays des merveilles un peu revisité à la japonaise. Et en fait, les films de Miyazaki, il y en a certains, moi je trouve qu'il y a vraiment deux catégories. Il y en a certains qui sont très 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 contemplatifs, où il va vraiment pas se passer grand-chose, où disons qu'on va les voir pour une atmosphère très apaisante, pour des dessins très jolis. Après, ça peut être un peu long. Moi, il y en a certains que vraiment j'ai trouvé très longs. Par exemple, Pogno sur la falaise, c'est un dessin animé où j'étais enchantée pendant les 10 premières minutes, le premier quart d'heure. Et je me souviens qu'à un moment, je t'ai dit « Oh, c'est dommage que quand même il les fasse aussi long, ces films. C'était pas la peine de faire aussi long. » Et tu m'as dit « Tu penses que ça fait combien de temps, là ?» Et je t'ai dit « Bah, ça doit bien faire 1 heure et demie. » Et tu m'as répondu « Ça fait 40 minutes. » Donc voilà, bon, il y en a certains qui sont assez longs, disons dans notre ressenti, enfin dans mon ressenti du moins. Et puis il y en a où c'est beaucoup plus action, et Le Voyage de Chihiro c'est beaucoup plus action. Il y a aussi Princesse Mononoke qui est beaucoup plus action. Il y en a quelques-uns comme ça où ça bouge un petit peu plus. Mais j'ai relevé aussi Mon voisin Totoro que tu n'as pas vu, qui est un film vraiment pour enfants, qui est juste adorable. J'ai beaucoup aimé, c'est tout mignon, mignon, mignon. Et dans la même catégorie de tout mignon, 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 il y a aussi Kiki la petite sorcière, qui est très, 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 très mignon. Si vous avez des enfants, vraiment, ces dessins animés-là, ils sont trop choux. Et si vous avez un regard artistique, vous allez adorer les dessins. C'est vraiment super beau. Je me rappelle d'ailleurs que toi, tu avais été particulièrement marqué par Le vent se lève, parce qu'il avait fait des nuages, ils étaient verts, les nuages. Tu me l'as fait remarquer. Oui, Et ils étaient verts et ils étaient magnifiques. Et pourtant, ils étaient verts. c'était clairement vert. Mais ouais, il y a vraiment très très joli travail artistique. Ensuite, j'ai relevé L'étrange Noël de Monsieur Jack de 1993, qui est aussi très 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 poétique, très joli. En fait, j'en reviens toujours pas de ce qu'ils arrivaient à faire en 1993. Déjà, c'était très très bien fait. Et les musiques aussi étaient très bien. J'ai relevé Kung Fu Panda pour le travail sur les lumières, qui est assez extraordinaire, je trouve. Moi, c'est vraiment ce qui m'a frappé dans ce film. Chaque scène a une lumière différente et c'est très beau. Toi aussi, t'avais remarqué, non ? Je dirais que oui, pour Kung Fu Panda, parce que je les ai vus et effectivement, il y a de ça. Mais pour les dessins animés de manière générale, en fait,
par définition, c'est du dessin. Je trouve qu'il y a un vrai travail artistique. Après, il peut se faire sur différents niveaux. Ça peut être sur les paysages, ça peut être sur les personnages, ça peut être sur plein de trucs. Ah oui, clairement, ça peut être sur plein de trucs. Disons que là, c'était les lumières qui m'avaient frappé. Entre parenthèses, c'est DreamWorks qui nous avait proposé Kung Fu Panda et c'est Pixar qui nous avait proposé le film Là-haut. Et je le trouve aussi extraordinaire, ce film Là-haut. Et les musiques aussi sont géniales. Et c'est l'histoire de ce petit papy très aigri qui va rencontrer un jeune homme très foufou et ils vont vivre des aventures extraordinaires. Et c'est magnifique, vraiment les images et les musiques sont sublimes. Très très beau film, j'ai adoré. Et dans la même idée, How to Train Your Dragon, qui a été en France sous le titre de Dragon, tout simplement. Et il y a des images quand ils sont dans le ciel, et enfin j'ai trouvé qu'il était très très beau. C'est tout à fait vrai. C'est vrai que c'était bien travaillé et qu'on accrochait pas mal avec le film. Mais enfin, moi, de manière générale, je trouve que sur les animés, souvent, je reste quand même assez bluffé par le travail de création artistique, que ce soit sur les paysages ou sur les personnages. C'est tout un univers qu'il faut inventer, c'est une colorimétrie, une façon d'interpréter des personnages ou des paysages. Et c'est assez bluffant, la capacité quand même de certains à pouvoir imaginer ces mondes et à les retranscrire comme ça en couleur, en forme. Et en volume. En volume. C'est vrai, tu as raison. Il y avait un autre dessin animé auquel tu pensais ? Là, comme ça, à chaud, non, mais c'est vrai qu'en réfléchissant à ce qu'on a pu voir récemment ou pas, enfin, à chaque fois, on est quand même assez bluffé. C'est rare qu'on soit déçu par un dessin animé. Parce qu'en plus, souvent, c'est travaillé. Alors, il y en a pour les enfants, bien évidemment, mais il y en a aussi pour les adultes. Il y a des références. Justement, on peut aller de manière un peu plus subtile dans le travail qui est fait au niveau des ambiances, de certains messages qu'on n'a pas forcément quand on est enfant. Donc, c'est aussi. C'est pas évident, je pense, de pouvoir plaire de 7 à 77 ans, j'allais dire, mais c'est ça, quoi. Et souvent, on se dit, bon, ouais, ça va être pour les enfants. Est-ce que j'ai vraiment envie de voir ça maintenant ? Et puis bon, finalement, souvent, c'est quand même très plaisant. Mais oui, mais parce qu'ils font toujours des deuxièmes lectures pour les parents. J'ai remarqué, hein. Oui, bah, Ils font toujours des références que les enfants peuvent clairement pas comprendre et on voit qu'ils ont pensé aux parents qui emmenaient leurs enfants au cinéma et c'est gentil. Oui, ça c'est sûr. Moi, ce qui m'est revenu, c'était Klaus, où je t'avais dit à un moment, regarde son oreille, il y avait un monsieur qui était... il était dos à une fenêtre et ils avaient fait la lumière qui passait par ses oreilles et du coup on voyait elles rougissaient, elles devenaient transparentes. Enfin, c'était assez bluffant l'attention qui est portée aux détails, je trouve. Ça me touche quand je regarde un dessin animé comme ça. Eh bien, nous avons terminé pour notre propre sélection. Alors on passe à vos sélections Instagram et YouTube. On a tout d'abord le fabuleux destin d'Amélie Poulain que nous n'avons pas relevé de 2001. Alors, est-ce que tu l'as vu, toi ? On l'a vu tous les deux, hein. Mais c'est Quand ? pas grave. On l'a vu tous les deux ? Oui, oui. T'es sûr de ça ? Absolument. Eh ben, je croyais que je l'avais vu sans toi uniquement. Non, on l'a vu tous les deux et... Mais quand ? J'ai pas noté dans le calendrier. Mais... Mais c'est vrai que ça fait partie des films qui marquent, qu'on aime ou pas le style, hein. Mais ça fait partie des films qui arrivent à créer une telle atmosphère que, quoi qu'il arrive, on s'en souvient. Vraiment, et les musiques de Yann Tiersen. Oui, c'est peut-être pas très bien prononcé, mais il me semble que c'est ça. Comment ça se prononce alors ? Je sais pas. Tiersen. Oh, je ne sais pas. Mais peu importe, ces musiques-là aussi, c'est pareil, elles restent. Et je pense que même si on n'a pas vu Amélie Poulain, on reconnaît quand même la musique d'Amélie Poulain quand on l'entend, parce qu'il suffit de l'entendre une fois pour qu'elle reste, quoi. Exactement, je suis bien d'accord. Ouais. Et la couleur qui me vient pour ce film, c'est vert. Vert et chocolat, ça doit être les couleurs de l'affiche. Bah, sur l'affiche, il y a du vert et du rouge. Et du rouge, ouais, t'as avec raison. sa robe, de mémoire. Bien vu, Tominou. Alors, on nous a cité Il était une fois dans l'Ouest de 1969 de Sergio Leone. Musique d'Ennio Morricone. Bah, évidemment. Tu l'as vu ? Bah, je sais plus. J'en ai quand même vu pas mal. Et des fois, je les confonds. Ah, c'est possible.
Et donc, je sais plus vraiment, il faudrait que je relise. Hmm. Mais c'est quand même assez probable que je l'ai vu. Mais tu vas pas pouvoir nous en parler du coup. Non. Eh bien, c'est bien triste. On nous a cité Cruella, qu'on n'a pas vu non plus. Le dernier? Ouais, Non, on l'a pas vu encore. on le rajoute sur notre liste. On nous a cité Le Peuple migrateur, qui était un film documentaire. C'est vrai que pour les documentaires, on a plus facilement des très belles images. La liste de Schindler, tu l'as vu? C'est une bonne question. Ouais, il faut savoir que des fois, ma mémoire me joue un peu des tours. Bah, c'est un film de 94, bon, c'est sûr un que... ultra classique, mais Voilà. je sais plus si je l'ai vu ou si je me souviens juste de la bande-annonce. Moi, ou je du sais que je résumé. l'ai vu, je m'en souviens un petit peu. C'est un film où je m'étais dit je ne le verrai plus jamais parce qu'il est très dur, en fait. Hein. C'est vrai que c'est rare les moments où j'ai envie de voir un film aussi dur. Mais et comme tu dis, il est très très classique et il est très très beau aussi. Et ça fait partie de l'histoire et c'est bien de le voir au moins une fois. Après, voilà, c'est particulier, quoi. On nous a parlé de Mr. Nobody, film de 2009 avec Jared Leto, je crois, que nous avons vu, mais que nous avons vu en 2009, donc c'est vrai que ça remonte. Alors moi, je suis retournée voir la bande-annonce parce que, en fait, je me souvenais que j'avais adoré ce film, mais je ne me souvenais absolument pas du film. Et donc, c'était l'histoire de ce petit garçon à qui on a demandé de choisir entre son papa et sa maman quand ses parents ont divorcé. Et il semble avoir vécu les deux vies, à la fois avec son papa et à la fois avec sa maman. Donc il y a un mystère là-dessous. Et c'était un film que je reverrai vraiment avec grand plaisir. On nous a conseillé Barry Lyndon. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, je suppose. C'est un Kubrick de 1976. Ça te parle? Je l'ai pas vu. Pas vu. Alors J'ai vu des Kubrick, mais pas celui-ci. Voilà. Donc, je crois que c'est Aurélien qui nous avait conseillé ce film en précisant que chaque plan était un véritable tableau. Donc, eh ben, c'est vrai que moi, quand un film est vraiment très 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 vieux, c'est pas tous les jours que j'ai envie de le regarder. Mais de temps en temps, ça arrive. C'était quel film qu'on avait vu? Out of Africa, qui est assez vieux aussi. Je crois qu'il est des années début des années 80, quelque chose comme ça. Et que j'avais pas regretté d'avoir vu parce qu'il était très bien aussi. Meryl Streep était magnifique, elle était toute jeune. Elle est toujours magnifique, hein, mais c'est vrai que c'est toujours sympa de revoir des acteurs quand ils étaient tout bébés. Et c'était un très joli film aussi. On nous a conseillé Mort à Venise, 1971, encore un très vieux film. Comme je vous le disais, la majorité sont des films qui datent d'avant les années 90. C'est marrant. Mais ça reste des classiques et effectivement, il faut pas que ça se perde parce que ces films ont de la valeur et que ils ont un côté exceptionnel qu'il faut pouvoir faire durer aussi dans le temps. Donc pour certains on les a vus, d'autres pas, et ça permet justement de les rappeler, de pouvoir les noter pour les revoir à un moment donné. Absolument. Enter the Void de Gaspard Noé, film de 2010. Alors, pas vu, toi non plus? Là comme ça, le titre me dit rien, mais J'ai regardé un petit peu l'affiche et la bande-annonce et ça m'a énormément rappelé Only God Forgives. On peut voir qu'il y a encore un énorme travail sur les couleurs et les lumières. Et le synopsis mentionnait que la personne, en fait, l'acteur principal, enfin le personnage principal meurt et il reste en fait en fantôme. Et donc c'est une histoire qui avait l'air un peu, comment dire, un peu nébuleuse. Donc à voir. Je pense que c'est un film vraiment singulier et qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je ne sais pas si on aimerait, mais je pense que ça vaut le coup d'essayer en tout cas. moi j'aime bien ce qui est un petit peu atypique, donc Des bains à tester. oui. On nous a parlé de Titanic. C'est vrai que c'est pareil, c'est le genre de film où tout le monde connaît la musique de Titanic. Je pense que l'écrasante majorité des gens ont quand même vu Titanic. C'est notre chère Céline Dion qui a pu nous composer ça, oui. Je remercie aussi la personne qui a mentionné Jurassic Park parce que clairement, ça fait partie des films où ils ont absolument tout travaillé. Les musiques étaient très très belles, les images étaient incroyables évidemment, et le scénario était génial aussi. Je pense que ce film peut être qualifié de chef-d'œuvre. Complètement. En tout cas, au moins le premier, ça c'est sûr.
Les autres étaient bien, mais le premier était révolutionnaire, je pense. Ah ouais, pour l'époque, ça a marqué Et tout le monde. Hein. ça a marqué complètement tout le monde. Et effectivement, les musiques sont tombées par terre. Il y a une ambiance qui est complètement folle. Mm. Donc, bien identifié, ça, Et effectivement. d'ailleurs, personne l'a mentionné, mais je viens juste d'y penser. Star Wars, c'est pareil. Hein. Alors, Il moi, n'y a pas Star Wars dedans. Non, et moi, je n'aime pas Star Wars. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que je dis que j'aime pas les films qui parlent d'espace. J'ai jamais accroché au Star Wars. Désolée, je sais qu'il y a plein de gens en ce moment qui ont envie de me lancer des tomates. Mais c'est juste pas mon style de film. Mais je pense que c'est aussi ce type de film qui a complètement révolutionné son époque et qui a réussi à créer un univers absolument unique. E.T. aussi, d'ailleurs. C'est vrai qu'il n'est pas cité, mais c'est pareil, E.T. Ouais. pourrait faire partie de cette sélection sans C'est difficulté. vrai que, ouais, de manière générale, les films de Spielberg sont assez remarquables. Bon, après, il faudrait plus qu'un podcast pour parler de tout, parce qu'il y a tellement de films, il y aurait C'est tellement vrai. de choses à dire et à citer qu'on en oublie sans doute même les trois quarts à Ah notre bah niveau. oui, c'est sûr. Bon, on parle de ceux que nous, on a particulièrement aimés, de ce que les gens ont relevé, hein, mais après, c'est sûr qu'il y en a plein. On nous a parlé de Mary Poppins aussi, donc celui de 1964, je précise. Il y a eu après le remake avec... comment elle s'appelle déjà ? Emily Blunt. Emily Blunt. Et ouais. Emily Blunt. Et il y avait Meryl Streep aussi dans la nouvelle version. Mais c'est vrai que la première version était vraiment... elle était ancrée dans son époque, elle était... je pense que le moment auquel un film sort, ça joue aussi énormément dans sa perception. Oh, bah oui. Oui, parce que ça peut aussi avoir une résonance avec le monde du moment ou l'actualité. Bon, c'est... Est-ce qu'on est habitué à voir ou pas, en fait, hein, c'est ça. Hein. Il y a des films, je trouve, qui ont beaucoup marqué leur époque et ça leur rajoute quelque chose. Et je pense que si le même film sortait aujourd'hui, tu vois, il n'aurait pas du tout la même saveur, quoi. Ça m'avait fait cette impression quand on avait revu Rain Man. J'allais te le dire justement, quand tu disais ça, c'est Ouais. que oui, c'est exactement ça. C'est un film qui était très très beau et la prestation de Dustin Hoffman était extra. Mais je pense que s'il sortait maintenant, il marquerait pas autant les esprits, même si je l'ai trouvé très bien quand même. Hein, mais je pense que son succès était dû aussi au fait que c'était un nouveau genre dans l'époque, quoi. Alors ensuite, on nous a parlé de Midsommar, film d'épouvante de 2019 que nous n'avons pas vu, mais que nous allons voir, c'est sûr. C'est étonnant qu'on l'ait loupé, oui. Ah ouais. Eh ben, il est dans la liste. On nous a parlé du monde de Narnia, pour la beauté des images aussi. Je trouvais que c'était un très beau film. Je suis entièrement d'accord avec la personne qui a mentionné ce film-là. Très très joli travail artistique. Amadeus, de 1984, qui est passé à la télé il n'y a pas très longtemps, mais qu'on n'a pas regardé. Et donc on n'a pas vu. Mais apparemment, il est vraiment très bien. Biopic de Mozart. Oui. Il faudra qu'on le voit. Ouais. On nous a parlé de Séraphine, film de 2008, que nous n'avons pas vu non plus, mais que je me suis empressée de noter. C'est un film que j'ai très très hâte de voir parce qu'il a l'air très très bien. On nous a parlé des Enfants du Marais avec Jacques Villeray, André Dussolier. C'est un film de 99, tu l'as vu toi ? Je crois... Je le connais de nom, mais est-ce que je l'ai vu ? Je suis pas sûr, je ne pense pas, ou alors je m'en souviens pas. Enfin, en tout cas, ça ne me revient pas. Moi non plus. Je pense pas que je l'ai vu, mais apparemment il est très beau. Il y a Labyrinthe aussi qui nous a été proposé. Alors, il y a eu un labyrinthe qui date des années... il n'y a pas très très longtemps, mais c'est pas celui-là. C'est un film de 1986 avec David Bowie et Jennifer Connelly. Ça te parle ? Voilà, comme ça, non. Mais c'est pas impossible que je l'ai vu quand même à une époque. Je sais plus. Je sais pas du tout ce que ça peut raconter ou pas. Eh bien, c'était un film fantastique. Et la personne qui l'avait suggéré me disait que c'était très très créatif. Ça te parle cette affiche là ? Vous avez 13 heures pour en sortir. Ça a l'air fun en tout cas. Ça me dit rien quand même. On nous a quand même recommandé Le Seigneur des Anneaux. Parce que oui, très créatif. Bah, c'est tout un univers qui a été quand même monté de toutes pièces, et puis on retrouve tous les ingrédients qu'on aime bien, donc le travail sur
sur la partie visuelle qui est quand même assez époustouflant. Les musiques, bien évidemment. Mhm. L'ambiance. Et puis en plus, ils ont... Vu qu'il y a différents environnements bon, je parle vraiment des zones, hein, en fait, qui représentent les pays ou moins les nations. On a des grosses différences entre les territoires humains, les territoires orques, et donc il y a un travail qui est quand même dingue. Des effets spéciaux. Ah bah complètement. Et le nombre de figurants dans ces films qui est vertigineux. C'est vrai que ça fait partie des films à très très gros budget, mais très bien utilisés. Hein. Ouais, ils ont marqué leur époque, clairement. Ouais. On nous a proposé Sissi dans un tout autre univers. C'est vrai qu'il n'y avait pas de classement pour ces suggestions-là. Donc on passe un peu du coq à l'âne, mais donc Sissi de 1957. Alors c'est vrai qu'on connaît tous, parce que évidemment tous les ans on nous repasse Sissi. Ils en ont fait un remake d'ailleurs que je n'ai pas vu. Mais c'est vrai que ça a quand même aussi marqué son époque, Princesse Sissi. Tu as vu Princesse Sissi ? Je ne crois pas. Mais tu as été dans son palais. Oui. Dans son palais à Corfou. Dans une de ses résidences, hein, puisque là... C'était le palais de Sissi. C'est ça. J'ai peint une statue qui était dans le palais de Sissi. Tu crois qu'elle datait de l'époque de Sissi, cette statue que j'ai peinte ? Tu crois que Sissi avait posé les yeux sur la statue que j'ai peinte ? Très certainement. Mais il me semble que qu'elle était là depuis longtemps, hein, cette statue, hein, que c'était un cadeau, une offrande. Donc oui, je pense que oui, à vérifier. Oh, je suis fière. Et pour terminer, le dernier film qu'on nous a proposé, c'est un film qui s'appelle Légende, qui date de 1985, avec Tom Cruise. Ça te parle ? Je te montre l'affiche. Vas-y. Le nouveau film de metteur en scène de Alien et de Blade Runner. Ah bah tiens. Ah, de série Ridley Scott. J'allais te dire du coup. Je sais pas si je l'ai vu, ça. Il était tout jeune, hein, Tom Cruise, dis donc. Bah tu m'étonnes, en 82, tu m'as dit ? Tout mimi. 85. Mais je pense pas l'avoir vu, en fait. Hein. Ah, on dirait Belzébuth dans Tenacious D. Mais je pense pas l'avoir vu, du coup. Eh ben écoute, ça a l'air d'être très fantastique. On voit un Belzébuth et puis on voit une licorne, des petites fleurs. C'est vrai que ça a l'air particulièrement créatif. Ça fait un peu Adam et Ève, en tout cas, là, comme ça. Oui, absolument. En tout cas, donc on a terminé cette liste et on vous remercie du fond du cœur pour toutes vos participations. Ce premier épisode est assez énorme, mais c'est grâce à vous qu'il avait enrichi avec toutes ces suggestions, donc un tout grand merci. Merci Thomas de m'avoir accompagné pour ce premier épisode. Ben avec plaisir. On a très très hâte de vous retrouver, en tout cas pour de prochains épisodes. Tu reviendras quand même. Ça dépend des sujets. Mais oui. Moi, je pense qu'il y aura plein de sujets pour lesquels tu pourras m'accompagner, mon Teminou. Nous espérons que ces films vous inspireront autant qu'ils nous ont inspirés. Merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast. Et sur ces bonnes paroles, mes chers amis cinéphiles, bonne peinture à tous et à très vite pour de nouveaux partages. Et bon film. Et bon film.